Pensez-vous que ces hausses vont être immédiatement répercutées? Au contraire, comme on le verra après, il y a peut-être Egalim 2 qui milite pour plus de transparence dans ces négociations et dans la détermination des prix de vente au client final. Pensez-vous que ces prix-là seront finalement reversés en partie, ces hausses seront reversées en partie aux agriculteurs? Alors Egalim 2, les agriculteurs ont beaucoup cru déjà à Egalim 1. Malheureusement, ça n'a pas porté son fruit puisqu'on a vu que ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est vraiment que ça fonctionne. Et bon, on porte un espoir à Egalim 2, mais vous savez, on a déjà été échaudé le premier coup. Donc, il faut arriver à construire le prix différemment. Il faut partir du coût de production. Et ensuite, que toutes les intervenants gagnent ce qu'ils doivent gagner dessus, mais sans plus, quoi, que ce soit réparti mieux dans la filière. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne redescend jamais jusqu'à l'agriculteur. D'accord, très bien. Parce que donc Egalim 2 a été promulgué au journal officiel le 19 octobre 2021. On parle très clairement de nouveaux dispositifs de régulation et de transparence au profit d'une meilleure rémunération des agriculteurs français. Peut-on dire qu'Egalim 1, en quelque sorte, négocié par Serge Papin, ancien de la grande distribution de chez Système U, du groupe Système U, finalement est un échec en quelque sorte? C'est pas un échec, ça a permis de mettre la lumière, que tout le monde voit bien comment que ça se pratiquait les prix avec les négociations agricoles avec les producteurs, mais ça n'a pas été assez loin et il faut aller beaucoup plus loin, quoi. Et on peut pas changer des méthodes qui existent depuis les années 60. Dans les années 60, on a demandé aux producteurs de produire et le reste de la société s'est occupé de la consommation, d'exporter ces produits, quoi. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment qu'il y ait une construction du prix différente de ce qu'elle existe aujourd'hui. Alors, on veut y croire, mais il faudrait que ça vienne rapidement, sinon ça va être très compliqué d'avoir de la production en France ou en Europe demain si on n'arrive pas à faire fonctionner ces nouveaux paramètres. D'accord, et donc vous pensez que ça va être directement intégré donc, dans ces fameux rounds de négociations qui vont débuter avec la grande distribution, du coup? Vous êtes confiant? On espère. Vous l'espérez? On espère, oui. parce que c'est pas gagné. Je pense que ça va être quand même relativement compliqué. Vous avez vous-même rencontré des acteurs de la grande distribution ou pas, du coup? On les rencontre souvent dans nos départements. Au niveau de nos départements, on les rencontre souvent. Alors, ils nous expliquent toujours qu'ils ont une bonne raison de ne pas mieux rémunérer l'agriculteur parce qu'ils ont des charges, parce que si, parce que là. Simplement, demain, il faut être conscient. Si nous voulons produire encore en France, il faut que le producteur gagne sa vie. Sinon, il disparaîtra. Et dans ce cas-là, on fera venir toute la nourriture de d'autres pays. Et un pays qui n'est pas souverain par son alimentation n'est pas un pays qui peut continuer de fonctionner normalement. Oui, je comprends, c'est très clair. Alors pourtant, il y a quand même quelque chose moi, que je ne comprends pas. J'ai l'impression que les modèles aujourd'hui de grande distribution sont finalement des modèles locaux où on cherche à s'approvisionner auprès du fournisseur, d'un fournisseur local, où les circuits sont plus courts. Du coup, ça n'a pas favorisé, vous dites, les agriculteurs locaux. Vous n'avez pas vu de répercussion finalement de ce changement de modèle, de paradigme de la grande distribution vers le local. Vous n'avez pas vu d'impact immédiat sur les chiffres d'affaires? Alors, sur des marchés de niche, si, parce que bon, quand la GMS travaille avec des agriculteurs locaux, elle met en avant des produits locaux, mais c'est sur des petits volumes, et tout ce qui passe à côté, c'est-à-dire que ça ne représente pas énormément de volume et de chiffre d'affaires sur la grande distribution. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, il faudrait que ce soit beaucoup plus généralisé, et ça pourrait peut-être fonctionner, mais on met la lumière sur quelques produits, et à côté, on fait rentrer beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs, quoi. Ok, c'est très clair, je comprends bien. Du coup, je vous souhaite bonne chance pour ces négociations qui vont débuter. Et donc, je vous rappelle, c'est l'information que vous avez donnée en début d'interview, que vous reconduisez les manifestations organisées ce mercredi, vous les reconduisez donc ce samedi. Du coup, vous avez une heure éventuellement à nous donner? Oui, 10h à Guéret, place Beugnot. Ok, parfait. Merci à vous, Monsieur Le Rousseau, pour cet éclairage. Je rappelle que Monsieur Pascal Le Rousseau est président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. À très bientôt sur le plateau du Mini-Mag de la lettre de l'acheteur. Nouvelle pause et on retrouve les équipes de Day by Day qui aujourd'hui nous livreront un focus sur deux matières premières qui sont le café et le blé. On en reparle tout de suite, juste après cette petite réclame.